L'expérience que je vous présente ce matin, c'est celle du campus virtuel en santé. C'est une expérience qui a débuté en 2004 et c'est un beau projet. Aujourd'hui, je vais pourtant le critiquer, ce projet. Je vais essayer de montrer en quelque sorte les erreurs à ne pas reproduire. Si j'ai entendu dans la présentation de Madame Tétrault que le campus OPIC a bien fonctionné, j'ai vu également qu'entre le moment de la réflexion 2004 et le moment de la mise en production vraiment de la plateforme 2007, ça demande quand même un certain nombre de mois, comme vous pouvez le constater. Pour le campus virtuel en santé, on a été un petit peu impatient, je dois dire, et donc ne soyez pas étonnés du niveau de critique que je formulerai. En fait, je crois beaucoup plus constructif d'apprendre de nos erreurs que d'essayer de vous montrer que c'était un extraordinaire projet. Si l'objet l'était, la réalisation a péché par défaut. Donc, qu'est-ce que c'est le campus virtuel en santé? C'est un projet qui regroupait 5 institutions, et 5 institutions universitaires, et non les moindres, puisque McGill, Laval, Sherbrooke, l'UDM et l'UQAM étaient présentes, donc des grandes universités, pour lesquelles nous souhaitions mettre en œuvre un campus qui favorisait finalement la formation, bien sûr, des professionnels de la santé, c'était l'objectif initial, mais rapidement est venu se greffer un autre objectif qui était finalement l'accès pour la population grand public à des formations également, mais surtout à des renseignements, de l'information. Donc d'emblée, nous avions décidé, ou à tout le moins très rapidement, nous avions décidé d'offrir et des services spécialisés pour des praticiens, mais aussi de la formation grand public ou de l'information grand public. Et là, vous voyez déjà poindre une petite critique, c'est que des clientèles aussi diversifiées posent problème pour plusieurs raisons, et je vais vous les mentionner. Nous avons également, comme vous le voyez, 5 universités, je viens de le mentionner, et 100 professeurs. C'est un projet vaste, ambitieux. J'imagine que les professeurs sont aux universités ce que les médecins sont aux hôpitaux, à savoir des personnes pour lesquelles il est très difficile d'imposer. Donc, quoi que ce soit, je peux le dire, je suis professeur. Mais de fait, ces professeurs, en fait, amènent leur contenu, bien évidemment. Et donc, c'est de leur contenu dont on va parler également. Et gérer ces contenus-là au sein d'un environnement avec 5 universités, ça a été un petit peu la quadrature du cercle. De quoi on parle? Voilà, en fait, le campus virtuel en santé qui est resté en ligne quand même 4 ans. Je dois vous dire qu'on a retiré le campus virtuel. Si aujourd'hui vous tapez sur Google, vous ne le retrouverez pas, si ce n'est par le biais de quelques références liées peut-être à la mise en ligne initiale en 2004 ou en 2005. Mais le portail, parce que c'était un portail, se présentait de la façon suivante. Vous aviez un accès pour les professionnels de la santé, pour les gestionnaires, puisque nous pensions que les gestionnaires, et nous pensons ici aux administrateurs du domaine de la santé, c'était également très important. Les intervenants sociaux, c'est une rubrique qui a toujours fait rire nos collègues de McGill et de l'UDM, puisque l'UQAM se distinguait. Nous n'avons pas de faculté de médecine, vous le savez, et donc nous avons quand même un pôle plus fort qui est en intervention sociale. C'est notre marque de commerce, si on peut dire. Et donc, on souhaitait également mobiliser le réseau communautaire social qui était un petit peu moins présent au départ du projet. Et enfin, le grand public. Nous offrions des formations ainsi que des communautés de pratique. Nous offrions, l'objectif était d'offrir, je dois plutôt le dire de cette façon, si quelques formations étaient offertes, ça a été plus difficile pour le reste. De comment ça se présentait si quelqu'un en fait voulait faire une démarche sur le campus virtuel, eh bien on pense notamment aux infirmiers, aux infirmières qui constituent quand même une population importante dans le domaine de la santé, non pas que les autres ne le constituent pas, mais la faculté Sherbrooke notamment était très présente et donc on avait décidé de travailler beaucoup avec eux. Frédéric Leblanc, s'il est dans la salle, est-ce que Frédéric est là? Non. Donc si Frédéric Leblanc était dans la salle, c'est lui qui était notre partenaire pour Sherbrooke. Alors au niveau des sciences infirmières, nous offrions, vous le voyez, des contenus de cours accessibles à travers un répertoire pour lequel les professionnels pouvaient aller s'auto-former. Donc ils devaient s'inscrire, s'authentifier une première fois sur le système et ensuite accéder à un espace de formation qui leur permettait d'aller choisir les contenus de cours auxquels ils souhaitaient se former. Comme ils le souhaitaient. D'une certaine manière, nous, on mettait en ligne des contenus, libre à eux ensuite de les utiliser. Deuxième niveau, une fois qu'ils étaient
dans le module de formation et qu'ils étaient inscrits, il fallait également avoir l'accès au paiement, puisque ces formations n'étaient pas gratuites. D'accord ? C'était une façon également de rentabiliser un projet, puisqu'un des enjeux importants de ces projets demeure l'aspect financier, je l'aborderai également. Donc il fallait voir, après l'authentification, à avoir un portail qui permettait également la mise en ligne des contenus, mais également l'inscription et la transaction aboutie. Et ensuite, nous avions le niveau de communauté de pratique pour lequel nous souhaitions offrir également un espace de discussion, un espace forum, un espace blog. En 2004-2005, nous parlions davantage de forums que de blogs ou de wiki. Même les filets RSS étaient beaucoup moins présents et je vais vous les montrer un peu plus loin dans la présentation. Et vous voyez de quelle façon ça se déclinait et c'était la même chose pour les différents corps professionnels, gestionnaires, intervenants sociaux et grand public. Pourtant, si le projet semble a priori intéressant, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que 5 universités, il faut former nécessairement un consortium. C'est une des modalités techniques, administratives, mais si on ne forme pas un consortium, donc avoir une entité juridique quelque part qui reconnaît l'existence, ça devient difficile. Sur le consortium, il a fallu également créer le partage des responsabilités. Qui fait quoi ? D'accord ? Et nous avions donc un comité de gestion dont les prérogatives étaient dévolues aux administrateurs universitaires et aux médecins principalement, puisque les premiers géraient les universités et les seconds géraient d'une certaine manière les contenus. Vous dire que ça a été difficile, c'est en deçà de la réalité. D'accord ? Mais en deçà de la réalité, je pourrais vous en parler pendant 3 heures de ce point-là. Ensuite, il a fallu mettre en place également un comité technique. Et le comité technique est formé, lui, des cadres et des professionnels. Quand je parle du comité technique, je ne veux pas que le mot porte à confusion. Il ne s'agissait pas uniquement des aspects techniques du choix de l'outil technologique, mais technique dans tous les aspects. Web, communication et technologie, c'est une chose, mais il y avait aussi l'aspect d'identification des contenus. Donc c'était un comité technique, ce qui nous a amené très rapidement à nous rendre compte qu'un seul comité ne fonctionnait pas. Donc nous avons créé plusieurs groupes de travail. Le comité maquette, le comité gestion, le comité réflexion, le comité stratégie, nommez-les, on est très fort pour créer des comités. Là, ça a atteint un niveau incroyable, à un point tel que quand on se réunissait, c'était 25 personnes qui étaient décisionnelles. J'exagère un petit peu, je suis italienne, je veux bien. Non, mais j'exagère à peine, mais c'était quand même des réunions à 25 personnes. Et c'est important parce que toutes les universités voulaient avoir leur mot à dire. Donc toutes les universités mandataient 4, 5 personnes. 5 fois 5, 25. Voilà, chiffre clé. Et j'ai passé sous silence un élément fondamental qui est le chef de projet, puisque nous avions besoin d'un chef de projet. Et je reviens dans quelques acétates un peu plus loin sur le chef de projet. Celui qui a été choisi avait de grandes capacités, malheureusement peut-être pas à la hauteur du projet non plus. Le second défi, une fois que le défi, je dirais, stratégique d'organisation du projet, je passe volontairement vite, mais vous en avez saisi l'essence, c'est l'enjeu technologique. Quand on est en 2004, on est au début du web sémantique. Okay, on est 6 ans en arrière, hein, mettez-vous 6 ans en arrière, c'était peut-être un peu dur, mais en 2002-2003 commence à sortir l'idée du web 2.0, de toutes les possibilités, et l'outil technologique devient très important, trop important. On ne parle à ce moment-là que des plateformes d'apprentissage en ligne, la formation à distance, les CMS, les Content Managing Systems, et tout ce qui permettrait de mettre en ligne un portail. Juste savoir si c'est un site web ou un portail nous a occupé, je pense, 3 mois. Juste 3 mois. Donc ça vous donne une idée également. Mais pire que ça, il a fallu faire l'analyse des plateformes et des coûts associés. C'est là où le chef de projet devient l'élément pivot, je dirais. Parce qu'il faut que ce chef de projet-là ait les compétences de gestion, vous le comprenez bien au regard du nombre d'intervenants que je viens de mentionner, mais également des compétences techniques. Et les CMS, ce sont des systèmes très lourds. Sans parler même de l'infrastructure à laquelle faisait référence Madame Bourret, nous ne sommes ici qu'au niveau de l'applicatif, puisque ensuite il faut faire fonctionner ça sur des serveurs. Lesquels serveurs appartiennent à qui? Est-ce qu'on met ça sur les serveurs de l'UQAM? Oula, de l'UDM? Problème. De Laval? Oh non. Bref, ça nous a occupé aussi un certain temps.
Toujours est-il que cet aspect technologique a été fondamental et c'était aussi, vous en avez tous entendu parler, une période où l'open source prenait beaucoup de place. Je ne sais pas ce qu'il en est dans vos organisations respectives, mais nous avions initialement pensé privilégier des CMS open source. On pense à Moodle notamment. l'UQAM a choisi celui-ci, mais il y en a d'autres, Claroline, à l'UQTR, il y en avait d'autres. Non, nous avons, nous, privilégié un WebCity qui est une plateforme propriétaire. Et là, je pense quand même que ça a été un bon choix, parce que si en plus on avait dû se former sur un outil peu mature en développement open source, je pense que là on aurait été vraiment en retard. Donc nous avons misé sur un outil qui était disponible et qui était WebCity et que toutes les universités ont partagé à un moment ou à un autre, puisque toutes les universités étaient sur WebCity à un moment. Ensuite, il a fallu faire le devis des fonctionnalités. Et c'est là où les compétences techniques également deviennent très importantes. Parce que le devis des fonctionnalités d'un système se fait uniquement à partir du moment où on a identifié les besoins. Or, nous, on a fait le devis sans connaître les besoins. Décidément, tout allait mal. Pourquoi on a fait ça? Pas parce qu'on ne voulait pas le faire, parce qu'on présumait qu'on connaissait les besoins. Voilà l'erreur. L'erreur, c'était de se dire, mais nous avons autour de la table les médecins, les professionnels ou quelques-uns, mais nous n'avons pas été validés dans ce que moi j'appelle la vraie vie, donc auprès des professionnels de la santé, quels étaient les vrais besoins. Nous avons présupposé que nous les connaissions. Et quand même, nous nous sommes rendus compte très rapidement qu'il y avait des besoins d'utilisation spécifiques. Laval, avec l'école vétérinaire, a des besoins particuliers. Donc le CMS doit répondre à des besoins. Si on fait du vidéo streaming, ça demande des serveurs de très grosse capacité. Si on fait simplement de la diffusion web, un serveur Apache, pour ceux qui connaissent, fait l'affaire. Vous comprenez? Donc il y avait vraiment des besoins différents. Et un élément que les deux personnes précédentes ont mentionné, qui est la question de l'authentification et des droits d'accès, elles l'ont fait en mode mineur. Dans notre cas, il était majeur, puisque l'université devait avoir un droit d'accès, mais la personne, l'individu qui s'authentifie à un portail, c'est se définir comme individu, donc avoir mon profil. Donc toute la question des droits d'accès et de l'authentification sur 5 universités, ça devenait un véritable casse-tête, je peux vous le dire. Rapidement, c'était la question des droits d'accès. Vous voyez un petit peu, je vais aller vite parce que je vais manquer de temps autrement, préinscription, inscription des formations, et vous aviez la boîte d'accès direct une fois que la personne s'authentifie une fois. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu totalement, pratiquement transparent pour un usager, mais cette fonctionnalité, il fallait la paramétriser. Et vous voyez, quand on rentrait dans la page de l'infirmière, par exemple, qui s'était défini son profil. Bon, ben aujourd'hui, qu'est-ce que j'avais? Un courriel que je n'avais pas lu, j'avais 2 messages, puisque nous poussions de l'information sur des nouveautés, quelque chose qui était important pour la personne sur laquelle elle s'est abonnée. C'est le principe du fil RSS en quelque sorte. Donc on avait la possibilité d'avoir accès à des nouveautés. Mes collègues, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Donc on est ici dans le format blog ou forum. Ensuite, les signets que l'on volait, l'actualité, les formations à venir, quelles sont les formations qui vont être données et les abonnements auxquels je suis inscrite. Donc c'est un portail assez complet. Les enjeux de propriété intellectuelle, je vais accélérer à la vitesse de l'éclair. Merci, Monsieur Bonneville. Mais lorsque nous parlons d'environnement numérique d'apprentissage, le terme a été utilisé, il y a 2 grands enjeux, la production du contenu et la diffusion. En gros, je suis producteur de mon contenu, ça ne veut pas dire que je peux le diffuser si les droits ne m'appartiennent pas. D'accord? Or, toutes les universités gèrent la propriété intellectuelle de façon différente. Dans certains cas, on est 100% propriétaire, dans d'autres cas, différemment. Ça a été majeur comme problème. La gestion des redevances, nous souhaitions également que cela devienne payant, puisque nous voulions amortir l'investissement d'une certaine manière. Comment on gère les redevances quand les droits d'accès au contenu diffèrent par université? Là aussi, il a fallu réfléchir, et aujourd'hui, si j'avais à refaire ce projet-là, je ne me poserais même plus la question, puisqu'en 2005, les licences Creative Commons, que vous connaissez certainement, nous permettent totalement de gérer la propriété intellectuelle avec 6 formats de contrats extraordinairement accessibles. Je vous montre également la liste des domaines que nous souhaitions toucher et que nous avons touchés. Donc, vous voyez, c'est relativement long. Pourquoi je vous le montre? Et je vais passer le coût d'une formation. Pourquoi je vous le montre? Parce que nous avons fait une projection universitaire.
nous avons présenté les contenus comme un universitaire les présente, donc par discipline. Mais ce n'est pas nécessairement comme les professionnels de la santé veulent les voir. Donc là, il y avait une inadéquation. Les enjeux financiers, le projet reposait sur une subvention de valorisation des savoirs québécois qui était liée à VRQ. Et très rapidement, il nous a fallu aller à la recherche constante de financement. Donc l'énergie que nous mettions à développer un campus d'un point de vue technique et d'un point de vue contenu, il y a eu également la recherche de financement et toujours cette dynamique qui est liée à la comptabilisation de l'apport de chacune des partenaires. Le coût du chef de projet et de l'outil technologique ont littéralement absorber la totalité du budget. Là aussi, c'est dommage, parce qu'on aurait pu développer d'autres choses en termes de contenu. Et finalement, cette analyse qui aurait dû être faite en amont, au tout début, n'a été faite qu'en cours de chemin. Je dis a posteriori, parce que sur 4 ans, on ne l'a pas fait non plus en 2008, mais on s'est rendu compte que cette analyse aurait dû être faite au début, et en 2005, nous avons dû revenir en arrière. Les enjeux humains, la transformation du lien social, c'était toute la question des communautés de pratique qui a depuis été fort documentée, je passerai énormément, mais elle apparaissait comme un élément fondamental à l'époque. La question de l'auto-formation, elle est valable pour le praticien, pour le professionnel. À mon avis, elle est déraisonnable pour le grand public, pour plusieurs questions que ça soulève. Est-ce que je suis en mesure de m'évaluer, de faire un autodiagnostic, même en ayant de l'information? Ça soulève des questions auxquelles certainement vous répondrez mieux que moi. Les trop grandes catégories d'usagers que l'on voulait cibler, aujourd'hui, on devrait resserrer. Ou bien on fait du grand public, ou bien on fait de la formation auprès des praticiens. On devrait mieux, quitte à ouvrir dans un temps 2 une fois que la première étape est atteinte. Je passe rapidement sur les autres. Mais je dirais sur le dernier terme, c'est les groupes focus. Nous avions commencé à le faire, trop tard également, mais nous avons aujourd'hui amplement documenté cette méthodologie et réintégré tous les contenus. D'accord ? En conclusion, peut-être un projet trop ambitieux au départ, aux besoins mal définis, et l'emphase a été, je dirais, trop mise sur l'outil technologique, puisque ça nous a pris plus d'1 an, sinon 1 an et demi, je pense même, à choisir l'outil. Et la question des contenus. Dans un consortium, quel qu'il soit, si moi je m'associe à M. Bonneville pour développer un cours, il faut absolument que nous décidions avant à qui appartient le cours. Ce n'est pas quand tout le travail a été fait qu'on doit se dire à la fin, mais qui est propriétaire du contenu? J'exagère en disant cela, mais nous avions mal mesuré. Ça a été fait en cours de route, nous l'avons réajusté, mais ça a pris beaucoup trop de temps. Le chef de projet, c'est pour moi un élément fondamental. Et si nous n'avons pas la personne qui permet d'avoir les habiletés de gestion et de technologie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a peut-être plusieurs erreurs qui peuvent être commises. Un dernier élément, on nous dit souvent, et vous devez l'entendre, qu'il faut valider à chacune des étapes. Oui, la validation, c'est certainement un gage de succès si on a les moyens de se la payer. Quand vous validez, ça prend du temps, de l'argent, beaucoup d'énergie. Merci infiniment.